à mettre un tic-tac. Ben oui, c'est Dybala. Ça, c'est une compo éventuelle en 4-2-3-1 qui, en phase de attaque, se transforme. Pourquoi je dis ça? Parce que, bonjour, eh oui, des soucis, t'as vu mes cheveux? J'ai eu des problèmes de connexion parce que j'ai dû activer la double authentification pour me loguer au compte Twitch. Donc voilà, on est parti, on est là pour parler de tactique. Comment va évoluer la Juventus dans ce prochain redébut d'un nouveau championnat, parce que pour moi c'est un nouveau championnat. On a été vraiment mal pendant la première partie de saison, donc disons toute la partie aller plus les 2-3 matchs qu'on a fait dans le retour, mais là clairement pour moi c'est un autre championnat qui commence, un championnat où il va falloir mettre toutes les énergies sur la pelouse pour arriver à s'en sortir. Donc je vêtis le nouveau maillot de la Juventus qui est arrivé aujourd'hui, Dusan Vlahovic, numéro 7. Je l'ai présenté tout à l'heure dans le live où j'ai présenté la présentation de Zakaria, ça se dit, enfin, où on a vécu ensemble la présentation de Denis Zakaria à la Juventus, et maintenant on va parler tactique. Donc je vous ai préparé quelques diapos, il faut juste que j'aille sur le bon onglet Chrome. Voilà, tac, je vous active la capture de fenêtre et moi je me mets en arrière par rapport à celle-ci. Tac, voilà. Commençons par parler de des listes Champions League, parce que l'échéance pour donner à la UEFA notre prochaine liste des joueurs qui pourront participer à la UEFA Champions League, elle est à donner ce soir. Je ne sais plus si le délai est 20 h, dans ce cas-là c'est dans peu de temps, dans 37 minutes, mais je crois plutôt que c'est minuit, parce que ça n'aurait pas de sens que ça soit 20 h, n'est-ce pas? Et donc, on a eu des rentrées, on a eu des sorties. Je propose déjà de regarder ensemble la liste, quelles sont les règles, comment on compose la liste. Donc, il y a déjà 25 joueurs qui peuvent être en liste, mais si et uniquement si, il y a 8 FTP, c'est-à-dire des Federation Trained Players, c'est-à-dire des joueurs qui ont évolué tout le temps dans la Serie A en fait. Donc des joueurs qui ont grandi en Serie A. On fait ça pour incentiver les clubs à recruter ou à continuer de recruter des joueurs qui appartiennent à la fédération. Ensuite de cette Federation Club Train Player, il doit y avoir au moins 4 CTP. Et là, on n'y est pas. C'est-à-dire que là, on a Perin, Pinsoio, Chiellini, Bonucci, Rugani, Pellegrini, Locatelli, Bernardeschi et Keane qui ont grandi au sein de la fédération. Pour grandir, en fait, il faut qu'ils aient fait au moins 2 ans entre leurs 15 et 19 années révolues. Il me semble que c'est ça le span temporel à prendre en compte. Donc, les 8, on les a. Par contre, les 4, on les a pas. On n'a que Perin, Ken et maintenant, à partir de janvier, c'était pas le cas dans la première tranche, il y a Soulé. Donc, si je ne m'abuse, il nous reste 23 places à prendre en compte dans le calcul. On a eu out Kulusevski, Betancourt, Chiesa et Ramsey qui sont sortis 3 par mercato et Chiesa, hélas, pour blessure. Et on a 2 joueurs in, c'est-à-dire Vlahovic et Zakaria. Parce que bien entendu, on ne compte pas Gatti qui est resté au Frosinone en Serie B cette année. On ne compte pas bien entendu Yataren qui est juste transféré son prêt de la Sampdoria à l'Ajax. Et on ne compte pas c'est qui l'autre? C'est Dragusin qui a changé son prêt de la Sampdoria à la Salernitana. On peut dire que la Sampdoria, les joueurs de la Juventus, ils n'ont pas fait long feu. Bref, dans tous les cas, ici je vous ai listé par disons catégorie. Ici on a les centraux, ici on a les latéraux défensifs, ici on a les milieux de terrain purs et ici on a les attaquants. Je les ai mis tous ensemble. Là, j'ai pas fait forcément la différence entre première pointe et deuxième pointe parce que je considère que en gros aujourd'hui on a que Vlahovic en première pointe et les autres plus ou moins c'est de deuxième pointe. Et je vous ai mis dans la ligne plus bas
Soulé, sachant que Ake, je l'ai mis parce que il est bien pour la partie, disons, Serie A. Par contre, lui, il va pas rentrer en compte pour la Champions League parce que justement, il n'a pas fait les 2 années de suite. Non, les 2 années dans notre club. Il ne faut pas forcément qu'il soit de suite. Hein. Les 2 années dans la globalité de sa formation à la Juventus. Tu peux zoomer, bien entendu. Donc, peut-être zoomer au niveau du navigateur. C'est mieux. Tac. Voilà, j'espère que c'est mieux. Et donc on a, je disais, je les ai mis en ordre en fait de ma préférence pour qu'ils rentrent en liste Champions League. On a Tech, Szczesny, c'est juste trop difficile à écrire, donc pardonnez-moi. Perin et Pinsoio, et tous les 3 rentrent parce que c'est juste trop la dèche d'aller avec 2 gardiens en Champions League. On a Delict, Bonucci, Rugani, Chiellini, ça va rentrer sûr. Moi j'ai mis De Winter. De Winter, c'est un joueur qui n'est pas CTP. Par contre, à mon sens, il est assez ductile dans son être à la fois central défensif, mais à la fois ailier défensif. Donc j'imagine que ça pourrait être une bonne idée d'intégrer dans la liste Champions League. Parce qu'on a justement une place en plus. S'il y avait juste eu la sortie de Kulusevski, Betancourt, Chiesa, et que Rams était resté, mais Rams était de toute façon dehors, donc en fait, j'aurais pas forcément choisi un central défensif. Mais De Winter, pour son ambivalence, à la fois de central défensif et à la fois de latéral défensif, pour moi, il pourrait tout à fait avoir sa place. Cela voudrait dire qu'on renonce à Caio. On le voit plus avant. Au milieu de terrain, on a Locatelli, Zakaria, McKennie, Arthur et Rabiot, bien entendu. En attaque, Vlahovic, Dybala, Morata, Bernardeschi, Kean. Et en dehors, Chiesa par blessure. Et Caio que pour une raison purement... tactique en fait, parce que on se dit Caio en ce moment il est, en français on dit ni figue ni raisin, en Italie c'est plutôt ni viande ni poisson, ni carne ni pêche, hein. Et donc en ce moment on ne sait pas qui il est, il a joué environ je crois que c'est 120 minutes, quelque chose du genre, on ne sait pas qui il est encore, donc j'ai du mal à me dire, c'est une deuxième pointe, c'est un potentiel 3 quarts dans une formation 4-2-3-1, celle que j'ai en tête, mais avec une évolution possible, on le verra plus tard dans la partie pelouse, disons. Donc on ne sait pas qui il est. Donc moi j'aurais souhaité qu'il parte en prêt pour ce mercato, parce que c'est un joueur qui a besoin lui de jouer pour acquérir expérience et connaissances, mais nous aussi de le voir jouer pour voir qui il est, où est-ce qu'il peut être encore exploité. Bien entendu, nous, tifosi journalistes, hein, parce que le staff et Allegri le voient toute la journée, donc ils ont peut-être déjà fait leurs avis, ils ont peut-être déjà les idées claires d'ailleurs sur ça, mais dans tous les cas, hélas, même pour la liste Champions League, ma prévision c'est qu'il reste dehors en fait, parce qu'on a besoin d'intégrer celui qui n'était pas intégré dans la première tranche de Champions League, c'est Pellegrini, parce qu'avec un Alexandre défaillant, beaucoup de matchs à jouer, que ce soit toutes les compétitions sur lesquelles on est encore disponible, hein, donc la Serie A, la Coppa Italia et la Champions League, eh bien je me dis que Pellegrini peut avoir son sens en Champions League aussi, notamment si Alessandro continue ce filon de mauvais résultats. Dans tous les cas, Vlahovic, Dybala, Morata, Bernardeschi, Kean pour l'attaque. Et Soulé, il est gratuit parce que lui, il n'occupe pas de place parce que, comme on dit, il est CTP. Donc ça, c'est un peu, disons, mon idée de qui sera en liste Champions League. Et bien entendu, je compte être tout de suite, ce soir même, contredit par Allegri. Ça fait un nombre de 24. En fait, on est déjà en dehors par rapport à mes calculs. Donc, bah, s'il y en a un à enlever, pour moi, c'est De Winter. C'est simple. Vous voyez, je vous avais préparé ça, mais je n'avais pas vu qu'il y en avait un dehors. Ben voilà. Ça, c'est ma prévision. Je peux me tromper, mais on verra bien ce que ça donne tout à l'heure. Dans tous les cas,
Passons à la partie tactique. Je vais peut-être réduire la fenêtre. Est-ce que si je réduis ici, ça impacte là? Ben oui, bien entendu. Comme ça, je me mets peut-être un peu plus en grand. J'ai un peu de manie de protagonisme. Tac. Je m'installe ici bien à ma place, même si un peu plus petit que d'habitude. Peut-être je peux agrandir là. Alors, je vous fais tout ça en live, hein, vous savez. Alors, mon idée par rapport à la compo probable de la Juventus pour cette année, si on continue, et je dis bien si on continue sur un 4-2-3-1, aujourd'hui la défense, je pense qu'on a un peu nos certitudes, au moins pour la partie centrale. On se cherche encore pour la partie... Ah, je vois que vous voyez ça à l'envers ou c'est moi? Parce que pourquoi Cuadrado il est là? Il y a juste une erreur de positionnement. Voilà. Vous voyez pas ça à l'envers, c'était moi qui avais mis ça à l'envers. Je disais, par rapport à la défense centrale, forcément ça va être un Delict Bonucci, si on est sur une défense à 4. Sur la gauche, je privilégie quand même toujours l'expérience d'un Danilo que la jeunesse et la fraîcheur d'un Pellegrini. Ça c'est vraiment opinion personnelle, hein. Ça n'est lié à aucun fait tangible sur le terrain. C'est juste mon opinion personnelle. Je rajoute un peu. Deschillo sur la droite, pourquoi? Parce que Cuadrado, moi je le vois plus haut. Salut Nuros, on manque d'ailier. Je verrais bien un 4-3, un 4-3-1-2. Eh bien, attends jusqu'à la fin. Attends jusqu'à la fin, on va voir. C'est peut-être ce que j'ai imaginé aussi. Bref, pourquoi je mets Cuadrado bas? Parce que, à mon sens, et pourquoi je mets Deschillo bas? Parce que, comme vient de le dire Nuros, on manque cruellement et de façon tout à fait imprévisible au manque d'ailier. On a vendu Kulusevski et Chiesa est blessé. Donc aujourd'hui, j'imagine que c'est une meilleure solution pour nous de remonter Cuadrado dans les alliés offensifs et peut-être de se couvrir un peu plus avec Deschillo qui a un profil un peu plus défensiviste. En milieu de terrain, on va retrouver Zaccaria Locatelli. Donc, pas le Locatelli déchaîné en avant qu'on a vu récemment, mais un Locatelli purement médian pour pouvoir déchaîner notre capacité d'attaque sur un quatuor assez audacieux, parce que disons-le, quand tu mets sur la pelouse Morata, Dybala, Cuadrado et Vlahovic ensemble, la moindre chose que tu peux dire, c'est que c'est ambitieux. Et Dieu sait si on a besoin de marquer en ce moment. Donc, à partir de là, je vous ai mis aussi des potentiels remplaçants, sachant qu'on n'a pas une correspondance exacte entre les personnes qui sont titulaires et ceux qui iront sur le banc. Ça, on l'aurait eu avec un profil un peu plus différent qui était un double de Zaccaria. Et là, si Nandez était arrivé, peut-être que j'aurais tenu un discours différent aujourd'hui. Et dans tous les cas, j'étais obligé à mettre forcément un ailier des profils un peu jeunes comme Soulé et Ake, sachant que pour moi, Bernardeschi, dans cette compo-là, il peut être très très utile à la place de Dybala, notamment dans des big matchs comme celui avec l'Inter, parce que souvenez-vous, dans les 2 ou 3 dernières fois qu'on a affronté l'Inter, à la fois en championnat, à la fois en Coppa Italia, on a vu un Kulusevski assez, disons, employé en phase défensive avec un marquage homme sur sur Brozovic. Il y a trop de hitch finaux là, qu'est-ce que c'est? Et donc Bernardeschi peut faire ce travail. Il l'a déjà fait dans plusieurs matchs, d'être un homme sur le créateur de jeu de l'équipe adversaire. Chose que Dybala n'a pas vraiment dans ses cordes. Pour un point de vue physique, il fait un tic-tac pratiquement. Et pour un point de vue notamment aérobique, parce que lui, toute son énergie la dépense pour venir entre les lignes, et même entre les lignes et pas la deuxième ligne, hein, la première et la deuxième, il vient carrément entre le milieu de terrain et la défense
pour créer le jeu. Donc lui, c'est en ça qu'il se dépense. Et s'il fait l'un, va faire l'autre. À mettre un tic-tac, ben oui, c'est Dybala. Ça, c'est une compo éventuelle en 4-2-3-1 qui, en phase de attaque, se transforme. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est depuis le match contre l'Atlético Madrid, la fameuse remontada 3-0, où on a hyper kiffé avec un triplé de Cristiano Ronaldo, avec geste associé au Cholo Simeone de nous aussi tenemos los cojones. Vous voyez, ici en international, on parle aussi espagnol. Eh bien, déjà dans ce match, on avait vu quelque chose qui en tactique s'appelle la salida alla volpiana, c'est-à-dire, là c'était Emre Can qui le faisait dans ce match, mais c'est-à-dire un milieu de terrain qui va en arrière, sur la ligne des défenseurs, les deux centraux s'écartent, pour laisser la place au milieu de terrain de construction. Et ça, Zakaria, avec son 90% de passes réussites que je vous montrais aujourd'hui, quand on regardait les stats, suite à sa présentation, il a 90% de passes réussites, ce qui est une valeur très haute, même pour un Matuidi, on l'appelle un Matuidi avec les pieds bons, quelqu'un me faisait remarquer sur Twitter, et c'est tout à fait juste, mais c'est un joueur qui peut être très utile en mettant en place cette salida alla volpiana. Donc, les deux centraux s'écartent, le milieu de terrain central recule, ce qui fait que les deux latéraux font vraiment les pistons pour aller à l'attaque. Cuadrado d'un côté, Danilo de l'autre. Dans une phase d'attaque, on pourrait peut-être privilégier plus Pellegrini que Danilo, mais attention, faut pas non plus déconner. Faut peut-être mettre à ce moment-là un latéral arrière qui a quand même vocation beaucoup à rester en arrière pour équilibrer, parce que vous voyez là, c'est très en avant. Ah d'ailleurs, attends, il y a Zakaria deux fois, ça va pas là. Ça va pas là, ça va pas. Donc il y en a trois en attaque, c'est Vlahovic, Morata, Dybala, Quadrato. Vlahovic, Dybala, Morata, Quadrato, ils sont là. Danilo est remonté de là. Zakaria, Locatelli. Il y en a un de plus ou quoi? Je rêve. Si Zakaria vient là, on était en 4-4-2. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'oublie qui là? Dybala, Quadrado. Allez de la chat. Je me disais bien, il y a un souci, il manque un. Ben oui. Mais en fait, ce site, il est trop chiant parce que quand j'ai mis Team Juventus, il m'a mis la compo qu'on avait à la finale perdue à Cardiff. Il m'a mis Mandzukic, Higuaín. Donc, qui me manque là? Donc, si Zakaria descend ici et les deux latéraux montent, on a Morata, Dybala, Vlahovic. Morata, Dybala, Vlahovic. Quadrado est là. Eh ben c'est ça en fait. Quadrado, il peut pas à la fois être le latéral qui monte, qui est là et déchire, et l'ailier qui est là et qui devrait se retrouver dans une autre position. Donc en fait, ah oui, c'est ça. Il manque déchire. Donc ici, c'est un déchire plutôt. Oh le bug. Oh le bug. C'est ça le beau de la direct. Hein. Si je vous avais fait ça dans une vidéo YouTube, j'aurais pu couper ce bug en post-prod et vous aurez jamais rien su. Mais voilà. Donc, c'est un déchire qui monte, effectivement. Et là, oui, on se retrouve effectivement avec deux latéraux. Les deux sont défensifs. Je n'oserais jamais dire que déchire est full attaque. Mais regardez les deux beaux centres qu'il nous a fait 2 matchs de suite, qui nous ont fait trouver 2 buts quand même, de belles assistances. Donc voilà, on aurait cette compo où les latéraux montent pour soutenir la phase d'attaque. Et là, tu peux imaginer des très beaux triangles là, faits entre Morata et Dybala, entre les lignes, qui vont chercher la profondeur d'un Danilo ou un Déchire qui vont prendre les latéraux défensifs adverses par arrière. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le jeu même des Sarri ou de Guardiola, si vous avez en tête ce genre de situation. Et donc oui, c'est une compo assez osée. Mais venons-en, je pense, à ce que Nuros nous disait sur le chat.
Dans un premier temps, peut-être, vu le manque de latéraux offensifs, qu'on va répartir sur une idée de milieu de terrain à 3. Ici, c'est un milieu de terrain à 4, mais en losange, avec Dybala, Régiste haut, et Zakaria ou Locatelli, parce que Locatelli, disons que l'un dans l'autre, il joue toujours, hein, on en a vraiment besoin d'un joueur comme lui, là où cette compo pourrait être très utile pour pallier au manque de latéraux offensifs. J'ai du mal à voir Max faire ça. Ben, dis-moi pourquoi aussi. Parce que lui, je vous rappelle qu'avant de trouver la solution miracle qui nous mènera à Cardiff dans cette année magique, il avait demandé à plusieurs reprises à la dirigeance de lui prendre un 3/4. Et il avait été obligé d'ailleurs à utiliser Vidal comme 3/4, chose que, oui, il l'a fait, certes, mais de façon un peu atypique. Mais là, avec cette compo, disons que Dybala trouverait tout son intérêt. On n'a pas Chiesa, donc on n'a pas besoin d'un ailier pur d'attaque. Bernardes qui serait un très bon remplaçant. Là où on aurait McKennie et Locatelli, mezzala d'insertion, donc milieu offensif, et Zakaria qui lui gérait vraiment la partie défensive. Donc Vlahovic et Morata, je ne sais pas si c'est hyper complémentaire. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Parce que Morata, on lui a dit pendant des mois que c'était pas une première pointe, qu'il savait pas faire ce travail de dos à la cage de but, de récupérer un ballon pour le polir, pour le nettoyer et de faire une passe pour une insertion de quelqu'un qui venait par derrière. Ça fait des mois qu'on lui dit ça. Donc quoi, à prendre les coups, à prendre les fautes, à dévier ces ballons-là, il n'a pas le physique pour. Donc, et sachant aussi que Morata, sa vraie caractéristique, c'est de porter le ballon, c'est les longues chevauchées et les insertions. Donc c'est un joueur de profondeur, Morata. Eh bien peut-être justement que avec Vlahovic qui sert de tour, par exemple je pense à un ballon haut, un Bonucci qui fait un long lancer, Vlahovic dévie de la tête pour justement une insertion de Morata. Qui aurait du coup des prairies devant lui, parce que les centraux, eux, ils vont s'intéresser à Vlahovic, ils vont casser la ligne pour avancer sur Vlahovic et pour lui empêcher de prendre le ballon, et Morata n'aurait que le milieu défensif à surpasser par devant ou par derrière, en faisant une diagonale, pour récupérer la tour de Vlahovic. Moi, je dis que ça peut être un thème tactique assez intéressant pour le futur. Ah, je pense que clairement, avec des faux appels par exemple, et le soutien, pourquoi pas. Oui, si Morata se pose vraiment à un joueur qui va récupérer le deuxième ballon, avec un Vlahovic qui lui amène cette possibilité, je pense que ça peut être intéressant. On l'avait vu dans les highlights, Vlahovic vraiment se débattre quand il n'y avait personne de la Fiorentina qui était avec lui pour l'aider. Il était le seul. Il avait un ballon long, il le gardait le temps que ses compagnons montent, il le polissait et après il le déviait pour un joueur en venant par derrière. Donc ça peut être un thème intéressant. Et Dybala, dans ce cas, il acquiert vraiment cette notion de tuttocampiste qui était clairement sorti de nulle part par Allegri dans sa dernière année, mais qui aujourd'hui, j'ai du mal à voir Dybala dans une autre veste en fait, parce que 4-3-3 comme ailier bof, comme falso 9 bof, il a fait je crois une fois ou deux, hein, pas plus, ce test d'être falso 9, et justement il n'a pas su l'interpréter bien ce rôle, parce qu'à chaque fois qu'il se retrouvait avec le ballon dans les pieds, la beauté du falso 9, c'est que si le défenseur il sort sur le falso 9, celui-ci n'a qu'à rediriger le ballon vers du coup l'ailier du 4-3-3 qui se serait libéré suite à ces choses-là. Si le défenseur central ne sort pas sur le falso 9, il se retourne et il tire. C'est ça la beauté du falso 9, c'est que disons que quoi que le défenseur central fasse, il y a une petite partie de chance que cela joue à l'avantage de l'équipe qui emploie le falso 9, mais il faut savoir le faire.
il faut savoir l'incarner, ce rôle. Alors Dybala, la frappe par dehors, il l'a. Certes, c'est une frappe à préparer, et c'est pas une frappe très immédiate, celle de Dybala. Par contre, le fait de se retourner dans un mouchoir de première intention, je dis bien de première intention, ça je ne l'ai pas vu faire beaucoup. Quand il a le contrôle du ballon, oui, aucun souci, mais de première intention, à mon sens, ça lui manque un peu. Si c'était comme un PES où on pouvait dépenser un jeton pour lui faire apprendre un skill, et c'est le skill qu'il apprenait, pour moi, Falsonègre toute la vie dans un 4-3-3. Mais là, bah, tout au campiste du coup. Et c'est parce que ceci, dans ses cordes, en fait, on se demande souvent, est-ce que Dybala, il le fait par son propre plaisir? C'est lui qui décide de venir si bas chercher les ballons? Ou c'est parce qu'il est obligé, parce que, en gros, sinon aucun ballon lui arrive? Ou c'est parce que l'entraîneur lui demande? On se demande souvent. Moi, ma théorie, c'est que ça lui plaît, en fait, de venir dialoguer aussi bas avec les défenseurs, avec les milieux de terrain. Je dis ça parce que, quand même, disons que avec 3 entraîneurs différents, la dernière période d'Allegri, tout Sarri, tout Pirlo, et maintenant avec Allegri à nouveau, il n'a pas fait autre chose. Peut-être même que c'était dans les ambitions de ces entraîneurs qu'il soit une deuxième pointe. Est-ce que vous l'avez vu dans un rôle de deuxième pointe? De façon insidieuse, je veux dire. Après, de façon épisodique, dans le match, oui, bien sûr, qu'il va se retrouver aux alentours de la surface de réparation. Mais quand même, beaucoup de fois, on l'a vu très bas dans l'action, même quand l'action se développait, au contraire, pour un centre, on le voit toujours en dehors de la surface de réparation. Là où une deuxième pointe, plutôt il a vocation à prendre le chemin inverse de la première pointe. C'est-à-dire la première pointe, par exemple, si elle coupe sur le premier poteau, la deuxième pointe doit lire ce mouvement et aller sur le deuxième poteau, pour couvrir tous les deux les poteaux, ce qui est logique. Dybala, lui, tu le vois tout le temps en dehors de la surface de réparation. Bref, ça c'était un peu mon idée vis-à-vis des probabilités, de ce qui peut nous attendre. Mais je pense que Allegri va vraiment beaucoup faire des tests, notamment dans cette semaine, et notamment dans le premier match contre le Verona, sachant aussi que à partir de maintenant, tous les matchs sont pas une finale, mais disons une demi-finale de Coppa Italia. L'importance maintenant de chaque match est d'un capital qui est à la limite de l'effrayant en fait. Je vous remets vite fait le calendrier. Série A. Comme ça, on regarde ça aussi et on clôture comme ça ce live. Live qui fut bref et pas très animé, je dois avouer, mais ça, c'est pas votre faute. C'est parce qu'en ce moment, il y a aussi d'autres streamers qui font de la Juventus en même temps. Eux, ils sont beaucoup plus connus et donc forcément, la préférence va sur ces gens-là, je m'en rends compte. Moi, je suis pas encore très connu. Par contre, un jour, j'espère avoir des lives où je parle de tactique qui vont intéresser de plus en plus de personnes. Et n'hésitez pas à me faire un feedback sur comment vous avez trouvé les arguments déjà, donc le fond, mais aussi la forme, comment je vous présente les choses. N'hésitez vraiment pas, les feedbacks sont hyper importants. Donc, ça c'est pour la Serie A, mais nous ce qui nous intéresse c'est seulement les matchs de la Juventus. Le prochain avec Hellas Verona, ensuite Coppa Italia avec le Sassuolo jeudi 10 février, mais c'est super intéressant, merci Jonathan. Je n'attendais pas moins de toi pour faire la petite blague qu'on a dû faire à maintes reprises dans ta vie. Atalanta Juventus, match capital, il n'y a qu'à regarder le classement. On est avec le mercato, on a totalement perdu de vue le classement. On est à moins un point de l'Atalanta, sachant que eux ont un match à récupérer contre le Torino, qui du coup va se situer tout de suite après Atalanta-Juventus. C'est-à-dire que là, là nous avons Atalanta-Juventus, potentiellement on va passer devant, si on arrive à gagner, on l'espère tous, finger crossed.
Mais si la journée de récupération, qui est le mercredi d'après, l'Atalanta regagne contre le Torino, va forcément nous redoubler. C'est mathématique. Après, nous-mêmes avons le Torino, donc vous voyez, ça c'est les beautés du calendrier, je trouve. À distance de moins d'une semaine, on a Atalanta-Juventus, la récupération de Atalanta-Torino et Juventus-Torino. C'est les hasards du calendrier, c'est magique. Ensuite, on a le Villarreal en Champions League, match valable pour l'aller de la qualification au 8e de finale, chez eux. Eux aussi se sont renforcés d'ailleurs, pas autant que nous bien entendu, mais j'ai entendu quelques coups pas mal et on en parlera dans une prochaine vidéo. Et ensuite, peut-être qu'on peut commencer un peu à souffler. Peut-être, je dis parce que quand même Empoli, c'est une équipe qui a développé quand même un beau jeu, au moins dans la première partie de l'année. Après là, il y a une théorie qui circule et à laquelle j'adhère assez. Tu as entendu parler de la rumeur Cambiasso pour l'été. Oui, mais Cambiasso, tu sais, il est opinionniste maintenant à Sky et il est un peu vieux pour jouer, non? Au football. Là, ce que tu veux dire, c'est Cambiasso, avec un seul S, du Genova. Excuse-moi pour la petite blague, j'ai pas pu résister. Mais oui, j'ai entendu parler de lui, je le connais pas. Donc, autant dire que je peux pas vous dire n'importe quoi sur un joueur que je connais pas. D'abord, je me documente. Mais voilà, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'en latéral gauche, avec une incertitude sur Deschillo par rapport à sa condition physique, une presque certitude que Alexandre n'est plus un joueur pour la Juventus, et un Pellegrini qui est quand même assez jeune, mais qui commence à prendre ses marques, à mon sens, eh bien, peut-être que oui, Cambiasso serait une très bonne idée. Donc voilà, je vous parlais de cette théorie, j'aimerais connaître aussi votre avis, que ce soit ici sur le chat Twitch en live, mais aussi sur les commentaires YouTube, parce que cette vidéo sera rediffusée sur YouTube. La théorie est la suivante, que les équipes, les petites équipes qui montent en Serie A, mais aussi celles qui sont peut-être un peu prédisposés à rétrocéder en série B, et ils le savent très bien au début de l'an, eh bien, ils ont tendance à faire une allée hyper puissante, en appuyant vraiment sur le champignon pour englober des points, surtout avec les grandes équipes qui, elles, on les coupe, qui leur piquent de l'énergie, eh bien, ont tendance à beaucoup faire de points dans la première partie de saison et à être un peu moins performantes dans la dernière partie de la saison. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires, soit ici, soit sur YouTube. Et en attendant, moi pour le prochain rendez-vous, ce que j'aimerais vous proposer, c'est d'aller regarder comment la Serie A a changé avec cette session de mercato. J'ai une page de Fantacalcio où forcément toutes les compos ont été mises à jour, et j'aimerais juste qu'on les lise ensemble rapidement pour voir qui a pris quoi, parce que bon, nous on a eu un mercato de folie, on n'a pas pu tout suivre, mais donc on verra aussi comment se sont renforcés les autres. Sachant que bon, c'est qui, l'Inter a pris quelqu'un, ils ont pris Caicedo parce que il est popote avec Inzaghi, et ils ont pris qui, ça m'échappe. Ah si, Gosens, sauf qu'il est blessé, donc ça sera pas pour tout de suite. Et après les autres, voilà, ils n'ont pas fait grand chose. Hein. Alors Jonathan, oui, c'est plutôt logique, car en plus, le plus petite équipe, merci pour me faire fourcher la langue, ont un banc moins fourni aussi, oui, c'est pas faux. Après, je sais pas si c'est une question de banc fourni, je pense que c'est une question de stratégie vis-à-vis au fait que, en fait, rien que d'un point de vue athlétique, la préparation athlétique des joueurs des grandes équipes, elle est programmée de telle façon à ce que la grande équipe arrive vraiment en forme que en juin, pardon, je dis n'importe quoi, que en février-mars pour la deuxième partie de la Champions League. Donc il y a des pics de charge assez différents entre une grande équipe et une petite équipe. Sachant ça, les petites équipes mettent vraiment en avant la préparation physique pour être prêts tout de suite à faire beaucoup de points. Et d'ailleurs, c'est une stratégie que le Napoli a adoptée aussi, parce que ils savaient très bien qu'ils allaient perdre deux joueurs phares
pendant ce mois-ci, le mois de janvier, pour la Coupe d'Afrique. C'était l'équipe italienne qui a le plus perdu de joueurs dans la CAN. Et donc ils ont adopté aussi cette tactique. Et c'est quelque chose que je disais dans mes vidéos à l'époque, quand on voyait le Napoli voler. Ils ont fait quoi, 10 matchs de suite, ils ont gagné 10 matchs de suite au début du championnat. Je disais, à mon avis, ils ont vraiment, parce que je les voyais en forme, mais vraiment en forme. Je me disais, ils ont dû prévoir ça, la préparation athlétique, en vue du fait que, de toute façon, pour la CAN, ils vont perdre 5 joueurs, colonne vertébrale. Koulibaly, je pense à Osimhen, je pense à Yaki Rahmani, il y en a 2-3 autres, mais en ce moment, le Napoli, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et donc voilà, c'était mon idée. Merci beaucoup de me suivre. C'était un petit live, hein, c'était un petit live en famille. Comme dit, l'attention du plus grand public a dû être captée ailleurs, mais vous êtes 4 quand même, vous êtes 4. Je sais pas de trop regarder le compteur parce que quand on est en plein dans son discours, ça peut distraire. Mais là, je viens d'enlever une fenêtre et ça m'a révélé que vous êtes encore 4. Je regardais plus tard si vous avez jamais été plus à un moment donné. Mais en tout cas, ça fait hyper plaisir de vous partager ça. Et puis les autres, voilà, regarderont la rediffusion. Je pense que je vais les envoyer un sondage aussi sur Twitter. Donc si vous me suivez pas sur Twitter, suivez-moi sur Twitter. Parce que sur Facebook, j'y arrive pas. Je suis une page, je ne suis pas un groupe, donc c'est peut-être que c'est pour ça que j'ai pas l'option disponible pour faire des sondages, parce que j'aimerais savoir c'est quel créneau horaire vous arrange le plus pour que je fasse mes lives. Donc suivez-moi sur Twitter parce que là, ça sera là le sondage pour décider un peu de façon collectivement quels sont les meilleurs horaires pour faire un live vis-à-vis de mon communauté. Et moi, je suis très content d'avoir une communauté qui me ressemble, à la fois dans les valeurs que vous exprimez dans vos commentaires, à la fois, j'ai l'impression qu'on se ressemble dans une vie de famille plus ou moins identique, et aussi par notre caractère. Parce que des fois, Twitch, c'est un show. Moi, j'ai pas envie de faire un show, j'ai envie de faire du contenu qui vous apporte quelque chose, quitte à vraiment que mon son de voix vous endorme. Ça peut servir la nuit, hein, pour s'endormir en compagnie de Michelangelo, non? Merci à toi. Ah, je vais me mettre à Twitter. Alors, ah bah oui, moi aussi je me suis mis et j'étais complètement à la masse il y a encore quelques mois. Je comprenais pas comment ça marchait. Maintenant, ça va un peu mieux. Mais oui, Juventino Paris aussi sur Twitter. Mes amis, bon appétit. Il est 20h. On doit aussi nourrir des enfants ou des animaux ou des êtres chers, ça dépend des gens. Donc, merci beaucoup de me suivre et je vous dis à bientôt. Fino alla fine qua. Forza Juventus, les gars. Salut!